Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Mohamed Benchikou, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu. Vous êtes journaliste, écrivain, fondateur du journal francophone algérien Le Matin et vous êtes l'auteur du livre Le mystère Bouteflika, radioscopie d'un chef d'État, édition Rive-Neuve. Avec nous également Jean-Louis Comolli, bienvenue à vous également. Vous êtes réalisateur, scénariste, écrivain et vous publiez Une terrasse en Algérie aux éditions Verdier, un récit personnel de ce que vous avez vécu étant adolescent en Algérie pendant la guerre d'indépendance. On va en parler. Avant de vous entendre tous les deux, connexion Gabès en Tunisie. Connexion Gabès ou plutôt Le Caire en Égypte où se trouve en ce moment l'actrice Haine Sabri. Merci d'être avec nous Haine, vous êtes comédienne donc, vous êtes la présidente d'honneur du Gabès Film Festival qui va se tenir dans quelques jours du 20 avril au 26 avril. Je précise que vous êtes donc en ce moment dans la capitale égyptienne pour des raisons professionnelles. Alors on va peut-être commencer par une récompense que vous venez de recevoir au Liban, le prix Murex d'or pour votre prestation dans le feuilleton égyptien Halawat El Donia, la douceur de la vie. Vous incarnez le combat acharné d'une jeune femme contre le cancer. Qu'est-ce que ça vous fait de devenir l'actrice la plus titrée des Murex d'or au Liban? Bonjour Mohamed, ça me fait drôle parce que c'est une dimension arabe, pan-arabe que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur. Nous sommes des comédiens dans le monde arabe qui voyageons un peu partout, dans les capitales de ce monde arabe. Et c'est très bien d'avoir un prix pan-arabe qui est basé sur le vote de tout le public arabe, pas seulement en Égypte ou en Tunisie, mais de tout le monde arabe. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir ce 3e Murex d'or. Alors 32 films seront en compétition au Gabès Film Festival. TV5 Monde, on le précise, est partenaire de cet événement. On se met dans l'ambiance sans plus attendre avec quelques images et ce petit clip. Regardez. Gabès Film Festival, Tunisie. Compétition officielle de long métrage, compétition de court métrage, cinéma du monde des deux rives de la Méditerranée. 7 jours, 45 films. Hommage, table ronde, exposition, palmarès en clôture. La fête du 7e art, Gabès Film Festival, Tunisie. Haine Sabri, on pourra voir en ouverture le film Looking for Kalsoum de l'Iranienne Shirin Neshat, un film sur la diva égyptienne. C'est la 3e édition. Comment est-ce que vous expliquez ce festival qui est plutôt délocalisé, on a envie de dire, hein, qui n'est pas dans la capitale, mais qui est plutôt dans le grand sud tunisien? Comment est-ce que vous expliquez son succès? Nous l'expliquons par les efforts des gens de la région. Principalement parce que c'est un festival qui est une initiative privée et c'est une de mes batailles personnelles en tant que comédienne tunisienne. J'ai vu le désert tunisien, le sud tunisien dont je suis originaire, se désertifier aussi culturellement. Dans les années 70, il y avait 2 salles de cinéma à Gabès. Aujourd'hui, il y en a jusqu'à aujourd'hui, il n'y en avait plus. Mais hier, pendant l'ouverture, nous avons inauguré la première salle, le premier espace culturel à Gabès depuis les années 70. Et ça, c'est ma bataille personnelle en tant que comédienne. Mais c'est aussi la bataille des hommes d'affaires de la région, la bataille de beaucoup d'élus aussi de cette région. Il faut que la jeunesse de Gabès, du sud tunisien, il y a une jeunesse étudiantine, c'est un centre universitaire, Gabès. Il faut que cette jeunesse ait accès à un espace libre, un espace culturel, un espace d'échange, de dialogue. Je pense que c'est notre façon à nous, artistes, de lutter contre la désertification culturelle, contre la centralisation culturelle, contre tous les fléaux qui menacent aujourd'hui la jeunesse tunisienne. Un festival en immersion en Tunisie, donc on pourra voir notamment l'acteur égyptien Khaled Abolnaga, le réalisateur syrien Mohamed Malas, l'actrice tunisienne Sausen Malej, mais aussi l'actrice espagnole Esther Regina ou encore le réalisateur sénégalais Moussa Touré. C'est un festival Haine Sabri qui se veut ouvert sur le monde. Cette année, par exemple, on n'aura pas moins de 7 films européens projetés. Hein. Tout à fait. Nous avons pas moins de, je pense, une dizaine de films européens projetés à Gabès. Nous avons aussi des invités, beaucoup plus d'invités que la session précédente, des invités du monde entier, de l'Europe, de l'Afrique, comme vous l'avez dit, du monde arabe. Donc c'est un festival qui se veut ouvert au monde. Gabès est une ville méditerranéenne, ne l'oublions pas. C'est une ville arabe aussi. La Tunisie est fière justement de ce mix
de ce mélange de culture, de ce mélange, de ce carrefour culturel. Et c'est ce que nous revendiquons culturellement et artistiquement dans notre programmation cette année à Gabès. Merci beaucoup, Haine Sabri. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous entendre. On précise aussi que cette année, il y aura un concours Caméra Jeune pour encourager les futurs réalisateurs. Merci, Haine Sabri. Peut-être d'abord, Jean-Louis Comolli, une réaction. Vous, le réalisateur, le scénariste, on voit toute une effervescence en Tunisie, mais pas seulement dans le bassin méditerranéen. Aussi, bien sûr. Depuis ce qu'on a appelé les printemps arabes, est-ce que c'est un cinéma que vous suivez, vous? Ah ben oui, enfin, non seulement que je suis, mais qui me passionne d'une certaine façon, parce que à part le fait que je me considère comme encore un peu algérien, à part ça, ces jeunes cinémas démontrent, comment est-ce qu'on peut dire, une véritable effervescence, une vitalité. Au fond, les sociétés peuvent paraître relativement bloquées ou totalement bloquées, voilà, comme certaines, mais en revanche, du côté des écrivains, du côté des cinéastes, ça bouge. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Quand arrivent des films forts, c'est que quelque chose se passe d'important dans le pays, dans la culture. Et voilà, et c'est ça que je vois arriver. On l'a vu arriver dans les pays du Maghreb, y compris d'ailleurs au Maroc, qui n'est pas un pays réputé pour la liberté de ses esprits. Néanmoins, au Maroc, il y a des cinéphiles, il y a des gens de cinéma, il y a des montreurs de films. Moi, je suis allé plusieurs fois aussi rencontrer des critiques. Mohamed Benchikou, sur l'Algérie, diriez-vous qu'on a une effervescence artistique, culturelle, cinématographique clandestine, un peu clandestine, c'est-à-dire qu'elle se fait en dehors des voies officielles. Elle se fait sur YouTube, elle se fait... sur les réseaux sociaux notamment. Sur les réseaux sociaux, sur des initiatives complètement solitaires. Ce n'est plus l'Algérie du cinéma, l'Algérie de la création. Du PANAF. Nous sommes aujourd'hui, là c'est l'Algérie de Nedjma qui n'enfante plus. L'Algérie de Nedjma qui n'enfante plus. Mohamed Benchikou, vous intéressez à nouveau au chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika. On a choisi de vous montrer une image, l'une des dernières apparitions publiques du président algérien. C'était le 9 avril très précisément pour inaugurer le tronçon d'une rame de métro, pour inaugurer également une mosquée. Que vous inspirent ces images que l'on voit et que l'on a vues des deux côtés de la Méditerranée? Le mépris. Le mépris des gens qui gouvernent envers la population. Vous savez, quand on lit le livre de Jean-Louis Comolli, je crois que c'est le premier livre, en ce qui me concerne, où il ne triche pas avec les souvenirs. On ne triche pas avec les souvenirs. Généralement, quand vous lisez ce genre d'ouvrage de ce que l'on a appelé les Français d'Algérie, ils insistent tous sur une cohabitation heureuse entre les Arabes, comme ils les appelaient, et les Européens. Et les Européens. Dans son livre, Jean-Louis met fin à il ne cède pas à ce simplisme. Il dit, les Arabes étaient en bas et nous étions en haut. Les Arabes représentaient pour lui des ombres furtives. Alors ça, on va y revenir précisément sur le rapport colonial, notamment à travers le récit autobiographique, mais sur Abdelaziz Bouteflika. Pourquoi est-ce que vous... C'est lié, bien entendu. Mais pourquoi est-ce que vous parlez de mépris s'agissant de cette image qu'on vous a montrée d'Abdelaziz Bouteflika? Mépris parce qu'il s'impose, c'est une violence inouïe, vous savez. Il s'impose avec son handicap à tout un peuple. Il s'impose et il n'a que faire de son avis, il n'a que faire de la vie, même de l'avenir. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un lien. Parce que ce peuple qui n'existait pas, qui était inexistant durant la guerre, durant la colonisation, il est toujours inexistant pour le régime aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de son avis, on le met entre parenthèses,
Et l'image que vous avez montrée prouve qu'on va jusqu'à le gouverner sur une chaise roulante. Alors justement, Abdelaziz Bouteflika est devenu président de la République algérienne en 1999. À l'époque, il succède à Lamine Zeroual. Il y a 5 ans, en avril 2013, il est victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Depuis, il gouverne dans cet état, clairement diminué physiquement. Il y a une question que l'on pose rarement. Est-ce qu'il jouit de toutes ses facultés mentales? Ça, il n'y a que Bouteflika et Dieu qui le savent. En tout cas, vous, dans votre livre, vous racontez qu'il y a tout un clan autour de lui qui a mis la main mise sur le pays. Quel est ce clan? On parle beaucoup notamment de son frère, Saïd Bouteflika. Oui, on parle de beaucoup de choses. Vous savez, dans des situations comme celle-là, où ça prête à toutes les hypothèses, toutes les rumeurs. Ce qui est certain, c'est que l'Algérie ne manque ni de cadres, ni d'hommes, ni de valeurs humaines pour que l'on soit à ce stade de gouvernance où l'on est obligé de cacher le président, de le promener comme un infirme, et avec toutes les conséquences que ça a sur la gouvernance. Il ne faut pas oublier que les 19 années, c'est presque 20 ans. Presque 20, oui. Se sont soldés par une terrible catastrophe économique. Avec notamment la chute des cours des matières premières. J'aimerais vous écouter, Jean-Louis Comolli. C'était un hommage à votre livre qui est plutôt justifié. C'est vrai qu'en général, on a un côté un peu plutôt idyllique, on vivait bien ensemble ou autre. Alors vous remettez les choses au clair. C'était pas tout à fait vrai. Hein. Non, il y avait une séparation réelle de fait. Et d'une certaine façon, une séparation qui signifiait la domination des uns sur les autres. Voilà. Vous savez que la colonisation française ne s'est pas constituée des roses et des fleurs en main. J'étudie en ce moment pour un autre livre l'histoire de la conquête de l'Algérie par les Français. C'est une histoire atroce. La guerre de libération est peu de choses à côté de cette guerre de colonisation qui était d'une violence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les officiers français qui écrivaient à leur famille en France décrivaient cette violence comme une chose qui allait de soi. Enfin, voilà, ça ne protestait pas. On enfumait les gens, on les tuait, on les éventrait. Enfin, c'était une horreur. Bon, et cette horreur était racontée très bien, dans un très beau français, par les officiers qui, pourtant, en étaient les auteurs. Alors, cette dissociation, cette schizophrénie est quelque chose de très cruel, de très frappant. Et elle était, je crois, très présente dans le peuple pied-noir. Alors, vous racontez un épisode tragique de cette période coloniale. Un soir, vous retrouvez-vous à la terrasse de l'Excelsior, tous les soirs d'ailleurs, vous aviez 15 ans, et vous racontez notamment la première action de masse du FLN, Front de Libération Nationale, le 25 août 1955. C'est à Philippeville, là où vous êtes né d'ailleurs. Oui. Il y a une attaque du FLN, la réplique de l'armée française va être terrible. Mais vous dites, ça, moi, je ne l'ai pas vécu. Racontez-nous, que faisiez-vous à ce moment-là? J'étais à la plage. J'étais comme tous les jeunes gens de mon âge, les jeunes Européens de mon âge. J'étais à Stora, vous voyez. Et Stora, c'était le bonheur absolu. C'était la mer. Je restais des heures dans la mer. L'insouciance? L'insouciance totale, l'ignorance absolue. Pour ne rien vous cacher, j'étais très bon en histoire au lycée. Voilà. Et on n'a jamais étudié l'histoire de l'Algérie. Jamais. On n'a jamais su que bien avant les Arabes, il y avait eu des Romains, tout ça je l'ai découvert après. Donc il y avait un silence, une opacité complète sur ce qu'était l'Algérie avant et même pendant la guerre de colonisation qui n'a jamais été racontée. Mes amis, mes copains de 15 ans en ignoraient tout, comme moi d'ailleurs. Hein. Moi, alors vous redonnez cher, il y a les odeurs, il y a les couleurs du pays perdu. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique? Alors, le mot nostalgique ne me plaît pas. Je ne suis pas nostalgique de la nostalgie. Je pense qu'il faut affronter le monde tel qu'il est
Et dans le monde tel qu'il est, il y a le monde tel qu'il était, qui est toujours d'une certaine façon là. Et on n'a pas de nostalgie, on a au contraire le désir de mieux comprendre ce qui s'est passé. Moi, je n'ai compris que peu à peu ce qu'il en était de la colonisation. Il a fallu que des amis, des enseignants me disent, voilà, par exemple, la manière dont étaient gérées les propriétés, les terres communales, c'était... Bon, on m'a expliqué tout ça, je ne le savais évidemment pas quand j'avais 15 ans. Donc la nostalgie de cette ignorance, je ne l'ai pas. On peut rêver évidemment du paradis de l'enfance comme du paradis de l'ignorance, parce qu'on découvre tout, donc on ne sait rien, c'est formidable. Mais Jean-Louis Comolli, quand on entend Mohamed Benchicou faire un parallèle, peut-être pas direct, mais entre le rapport colonial qui existait à l'époque et le rapport qu'il existe aujourd'hui entre le pouvoir algérien et le peuple algérien, qu'est-ce que ça vous fait, vous, cinéaste, même si je sais que le terme est galvaudé, quelque peu engagé, dirons-nous? Oui, enfin, disons que ça me touche beaucoup parce que ce à quoi on assiste en Algérie aujourd'hui, comme en Algérie avant-hier, c'est le fait qu'il y a les maîtres et les soumis. Voilà. Et que d'une certaine façon, la colonisation et une partie des colons, une partie importante des propriétaires, des fermiers colons, j'en ai eu un dans ma famille que je suis allé voir une seule fois, ça m'a écœuré complètement. Il avait des serviteurs en livrée. À Misserguine, figurez-vous, comme à Versailles. Bon, moi, j'étais fou quand j'ai vu ça. J'avais 14 ans. Ça m'est apparu comme une absurdité sans nom, quelque chose d'irréel. Bref, pour vous dire que nous sommes dans un monde où cette séparation, cette rupture entre les maîtres et les serviteurs, disons, je la vois partout, Mohamed Benchicou, j'aimerais vous entendre sur un point d'abord. 2011 éclate les printemps arabes, le départ de Ben Ali en Tunisie, on sait ce qui va s'en suivre, situation diamétralement opposée en Syrie si l'on compare à la Tunisie. À l'époque, Abdelaziz Bouteflika et le pouvoir algérien décident par exemple de multiplier par 4 le salaire des professeurs d'université, de redistribuer quelque peu la manne pétrolière. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas porté ses fruits, selon vous, en Algérie ? Je ne sais pas s'ils ont procédé uniquement par ces subterfuges. Je crois que surtout, ils ont procédé par des alliances avec les capitales occidentales qui ont créé l'exception Bouteflika. C'est-à-dire, voilà un homme qui est comme Mugabe, comme Zine el-Abidine, comme Assad, élu à 90%, qui impose son caractère comme mode de gouvernance, qui fait ce qu'il veut, qui ne consulte pas le peuple. Je vous fais remarquer que Bouteflika, en 19 ans, n'a jamais reçu la presse algérienne. Vous voulez dire que la France, par exemple, pour ne citer qu'elle, vu le rapport entre les deux pays, est complice, que l'Union européenne est complice de cet état de fait en Algérie ? Oui. Sinon, il ne serait pas resté. J'ai entendu de mes propres oreilles l'ambassadeur des États-Unis à Alger dire que le cas Bouteflika ne ressemble pas aux autres. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est parce que l'Algérie apparaît souvent comme un rempart contre ce qu'on appelle le terrorisme et qui, il est vrai, frappe une partie de l'Afrique de l'Ouest, francophone, du Sahel et du Maghreb? Est-ce que vous pensez que le régime algérien continue à jouer cette carte-là? Je l'explique un peu par le fait que les capitales occidentales redoutent le retour de certains djihadistes, généraux, généraux, pardon, qui étaient comme le précédent, celui dont Bouteflika a pris la place, Yamin Zarouel, qui était de ce point de vue très défiant. Oui, un peu très dur. Mais vous, pour qu'on comprenne l'homme Bouteflika et le personnage, vous dites qu'il a une tentation monarchique et pour cela, vous remontez loin en arrière, lors de sa jeunesse à Oujda, au Maroc. Oui. Qu'en est-il? C'est une subjugation du prince Hassan II. Il n'était pas encore le roi Hassan II. Il était subjugué et ça l'a marqué pour toute la vie. Quand il a été élu, il rêvait
enfin aller le voir. Aller voir son idole. Hélas, il est mort le mois où Bouteflika est venu au pouvoir. Vous avez déjà fait 2 ans de prison, c'était dans les années 2000. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui ne retournez plus en Algérie, vous ne craignez pas, avec la sortie de ce livre, Le mystère Bouteflika? Si, je retourne en Algérie. Ouais. Et là, vous n'avez pas peur d'être inquiété avec ce livre? Je ne sais pas. Ils peuvent créer n'importe quelle histoire. Vous savez, c'est des régimes qui ne tiennent nullement compte de l'état de droit, de la justice, qui peuvent créer, comme ils me l'ont fait lorsque je suis rentré en prison, ils ont créé un subterfuge qui m'a mis en prison pour 24 mois. Jean-Louis Comolli, Une terrasse en Algérie, vous avez coutume de dire qu'on vous posait souvent la question « Pourquoi le récit et pourquoi pas avoir filmé l'Algérie ?» Quelle est la réponse au juste? Eh ben, c'est parce que j'aime trop mon enfance, qui était algérienne, et que l'idée de la mettre en fiction ne me faisait pas plaisir. J'avais envie, certes, de communiquer, de raconter, et je voulais passer par les mots. Pourquoi? Parce que les images, comme vous le savez, sont difficiles, sont cruelles, dénoncent, désignent d'une manière presque accusatoire. Créer un personnage, le montrer, faire voir son image, c'est le désigner. On ne peut pas faire autrement. Le cinéma sert à ça. D'ailleurs, les polices l'utilisent abondamment, les images audiovisuelles, les caméras de surveillance, etc. Donc il y a cette fonction identificatoire dans le cinéma qui n'est pas sympathique. Et vous ajoutez que les mots se poussent ou se repoussent, se tissent à travers des formes et des sonorités qui ne sont pas celles immédiatement sensibles dans les images. Et oui. Alors le contraire pourrait paraître évident. Non, mais à travers le langage, il y a des jeux immenses, infinis, d'une tapisserie. Ce sont 1000 tapisseries qui se croisent, qui se font et se défont, alors que les images se donnent comme le tout du visible, et ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire les spectateurs ou les téléspectateurs n'ont que très rarement conscience qu'on ne leur montre qu'une petite partie de ce qui est visible et que le reste est caché, soit parce qu'on ne le montre pas, soit parce qu'on veut le cacher précisément en montrant autre chose. Et donc il y a une manipulation qui est presque connexe avec le cinéma. Et c'est ça qui rend l'exercice difficile. Alors, c'est un exercice que j'ai affronté et que j'ai continué d'affronter pendant des années, notamment à travers la série que j'ai faite à Marseille sur la vie politique marseillaise, qui vaut largement la vie politique d'ailleurs. On va dire. Bon, mais là, j'ai pas eu peur de montrer, puisque j'étais dans une position d'analyse critique. Voilà. Alors que quand je parle des années algériennes que j'ai vécues, où j'avais 14-15 ans, oui, c'est à la fois ma famille, que je décris d'ailleurs, que je fais exister, j'espère, dans ce livre, mais c'est aussi mes sentiments, mes amis, donc toute une série de choses qui sont plus, me posent plus de questions, voilà, que j'ai pas envie de montrer. Et qui nécessitent en tout cas des mots que l'on couche sur une feuille. On va passer maintenant, chers invités, à vos coups de cœur respectifs. C'est notre séquence atmosphère. Séquence atmosphère, Mohamed Benchikou, vous avez choisi un très très grand cinéaste, Milos Forman, qui nous a quittés tout récemment, en février 2018. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Je vais citer encore Jean-Louis Comolli. Il dit l'utopie cinématographique fixe dans le présent des choses qu'on croit révolues à jamais. Et il a nourri notre utopie cinématographique avec ses films, avec son film sur Mozart. Moi, je suis marqué. Voilà. L'As de pique, Les Amours d'une blonde, Amadeus que vous avez cité, Vol au-dessus d'un nid de coucou, pour ne citer que quelques-uns de ses chefs-d'œuvre. Jean-Louis Comolli, vous avez choisi une exposition et un livre que voici, Aurès 1935, photographie de Thérèse Rivière et Germaine Tillion, résistante française. Pourquoi ce choix ? Écoutez, parce que ce livre est paru récemment, au début de l'année, que je ne le connaissais pas, je l'ai ouvert et je l'ai trouvé absolument fascinante, ces photos prises en 1935, donc longtemps avant la guerre, et moins longtemps après la victoire, la conquête de l'Algérie, par deux chercheuses du Musée de l'Homme, des ethnologues,
qui, Benjamin Tillon, s'est révélée être une amie du peuple algérien, une combattante pour l'indépendance de l'Algérie. Bon, elle l'a payé très cher d'ailleurs ici. Mais voilà, des femmes exemplaires qui n'ont pas eu peur d'aller à la rencontre d'une altérité extrêmement éloignée de leur place et de leur position. Bon, tous les ethnologues font ça, vous me direz. Mais dans le cas de ces deux femmes, c'était formidable parce qu'elles ont fait des photos. Voilà. C'était pas simplement des rapports, des écrits. Là, on passait précisément par l'image. Ce danger que je dénonçais tout à l'heure, elles l'ont affronté et elles en ont triomphé. Elles ont donné un visage à celles et ceux que l'on ne voyait jamais. Magnifique à ces gens qui étaient de pauvres gens, disons-le, dans des douars, dans des villages extrêmement pauvres. En 1935, dans les Aurès, vous voyez, c'était pas facile. Aurès 1935, merci beaucoup, c'est aux éditions Azan. Merci Jean-Louis Comolli, merci beaucoup Mohamed Benchikou d'être venu sur le plateau de Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Merci à vous également d'être fidèle à MOE. Je vous dis à très bientôt sur TV5 Monde. Dimanche prochain, vous aurez le plaisir de retrouver Nidia Paliakara. À très vite sur TV5 Monde avec grand plaisir.